Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Ici Isabelle Royer, aujourd'hui c'est Musiculte. Patrick Duché poursuit sa présentation de Jean-Louis Murat, le chanteur, en 12 albums. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 4, Le manteau de pluie de 1991. Catherine Desormières lit Truman Capote, l'épisode numéro 4, Le petit déjeuner chez Tiffany. Quant à moi, je fais une petite revue de presse, un rappel de la laïcité à propos des 20 ans de la loi contre le port de signes visibles à l'école. JLM, Jean-Louis Murat en 12 albums. Aujourd'hui, c'est Le manteau de pluie. Cours dire aux hommes faibles comme moi que son nom n'est pas amour, que Dieu ne nous garde pas d'en rêver un jour. Dis que le chagrin est sur moi comme pluie. Et que finiront lâches comme moi ceux qui croiront à l'amour. Cours dire aux hommes fiers comme moi qu'il n'y a rien à chanter, ni le col de rein, ni l'effroi de la bête entravée. Même si rien n'effacera L'album Le manteau de pluie sort 2 ans après le succès de Cheyenne Automne. Musicalement, l'album reste dans la lignée des 2 précédents et trace un sillon dans une veine synthético-romantique. Si la production apparaît datée, les paroles conservent une force et une poésie intrigantes. Virgin, la maison de disques de Murat, voulait enrôler Thomas Dolby, l'un des pionniers de l'électronique anglaise, mais le chanteur craignait de sonner alors comme un Brian Ferry à la française. Il aurait souhaité travailler avec Tim Freeze-Green, l'architecte du son des premiers albums de Talk Talk, mais se plaint d'avoir un budget de misère. Les relations semblent tendues avec Virgin, qui veut un Cheyenne Automne 2 et n'apprécie pas les dernières productions du chanteur. La production est finalement confiée à Julian Mendelssohn, producteur notamment des Pet Shop Boys, ce qui n'est pas rien. Ce dernier déclare : « En Angleterre, c'est le genre de musique que tout le monde voudrait entendre, mais que personne n'achète. » C'est peut-être ce genre de retour qui pousse Murat à produire par exemple la mélodie un peu facile de Sentiments nouveaux, qui restera au top 50 pendant 5 semaines. Murat propose par ailleurs une chanson à Johnny Hallyday ou au jazzman Pat Metheny. À l'approche de la quarantaine, après une dizaine d'années de vaches maigres suite au pseudo-scandale du titre « Suicidez-vous, le peuple est mort », la carrière de Murat semble enfin lancée, même si celui-ci n'est pas dupe vis-à-vis du métier. Il reste en effet toujours à l'affût d'un retour de bâton, comme il le dit sans sourciller à Thierry Ardisson dans son émission Double Jeu, diffusée le 2 novembre 1991. On sent dans ses propos qu'il n'a pas vraiment envie de faire le jeu de médias qui s'extasiaient en croyant avoir trouvé une nouvelle perle. Serge Kaganski, dans Les Inrocks, écrit « Cette voix est un antalgique à action lente,
une brise paresseuse, un éloge de l'émollient, un rempart anti-éructation, l'organe cotonneux d'un Pierre Barrault New Wave, d'un Gilberto Gil né en Auvergne. Là-bas, à Clermont-Ferrand, on bosse la bourrée ancienne. Lui préfère se bourrer de bossa nova. Ambiance. Quoi qu'il en soit, le bougon barde se trouve des admirateurs dans la presse généraliste, comme Christian Févret dans Les Très Branchés Inrecuptibles, auquel il accorde une très longue interview. Ou encore Laurent Rigoulet dans Libé, qui est venu lui rendre visite à Pessade, non loin du col de la Croix-Moran, dont nous allons justement entendre un extrait. Sur le flanc d'un rocher, comme un loup sous la voie lactée, je sens monter en moi un sentiment profond d'abandon. Par mon âme et mon sang, col de la Croix-Moran, je te garderai, je te garderai. Quand un bruit d'abattu, les giboux, les seraient, je cherche ton nom. Oh, je meurs, mais je sais que tous les éperviers sur mon âme veilleront. Par mon âme et mon sang, col de la Croix-Moran, je te garderai, je te garderai. Pour ce monde oublié, ce royaume enneigé, j'éprouve un sentiment profond, un sentiment si lourd qu'il m'enterre mon amour. Je te garderai, je te garderai. Pendant plusieurs années, Murat conservera vis-à-vis des journalistes, surtout parisiens, une certaine méfiance, voire une défiance certaine, au sujet de ses origines. Il était certainement lassé d'être étiqueté chanteur régionaliste. Quoi qu'il en soit, le col de la Croix-Moran est emblématique du répertoire auvergnat du chanteur qui dit notamment « Quand montent des vallées les animaux brisés, par le désir transhumant, je te prie de sauver mon âme de berger ». Dans Les Inrecuptibles, Murat raconte que le nom originel du lieu était la Croix du Mourant. Il explique qu'un homme pris dans une tempête de neige avait juré de dresser une croix s'il en réchappait. Anecdote intrigante, de passage à l'été 2023, sur les lieux, un sticker en hommage à Jean-Louis Murat était apposé au panneau du lieu-dit. Boutade ou vérité, face à Ardisson, Murat prétendit que cette chanson avait un sens caché et que le fameux col était en fait celui de l'utérus. L'ambiance du morceau est pesante, presque inquiétante. Le chanteur a laissé carte blanche à un réalisateur anglais pour concevoir un clip assez sombre. Selon lui, l'intérêt du clip, c'est qu'un autre artiste jette un regard particulier sur ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr d'être bien placé et je ne suis pas certain que l'artiste doive intervenir sur l'imagerie de ses propres chansons, car ça limite trop. Le catalogue murassien étant détenu par la maison de disques Pias, ce manteau de pluie est ressorti en 2018 dans une version remasterisée et enrichie de pas moins de 10 titres inédits, soit autant que le nombre de pistes de l'album originel. Sur l'un d'entre eux, il se lamente en pensant à l'inconvénient d'être né quelque part entre Tulière et Sanadoire. Pour conclure, le lien des faits est probablement le morceau qui caractérise le plus une facette du style murassien. Noir, mélancolique, mais toujours avec classe. À Christian Févret des Inrocs, Murat dit « On se plaint parce qu'on a l'impression que le nœud est trop serré, et puis une fois que le lien est défait, on se sent toujours aussi malheureux. » Le journaliste trouve cependant que pour l'auditeur, c'est un plaisir très jouissif d'écouter des choses dures, dites en douceur.
le chanteur acquiesce. C'est ce mélange que j'aime aussi. C'est de la rhubarbe et l'abricot, du coing et de la pomme sauvage. Et ma foi, ça donne d'assez bonnes confitures, mélanger l'amer et le doux. On se croit d'amour, oh on se croit féroce, enraciné. Mais revient toujours le temps du lien des faits. On se croit d'amour, oh on se sent épris d'éternité. Mais revient toujours le temps du lien des faits. Le mois prochain, je parlerai de Mustango, sorti en 1999. D'ici là, bonjour chez vous. 10 minutes chronique, une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Je suis toujours ramenée vers les lieux où j'ai vécu, les maisons et leur voisinage. Ainsi, par exemple, cette maison brune, dans le Lower East Side, où pendant les premières années de la guerre, j'eus mon premier appartement new-yorkais. Il consistait en une pièce encombrée d'un mobilier de grenier, sofas et chaises bouffies, recouvertes de ce velours râpeux et d'un rouge particulier que l'on associe au voyage en été dans un train. Les murs étaient revêtus de stuc et d'une couleur assez analogue au jus de chic. Partout, même dans la salle de bain, il s'ornait de gravures représentant des ruines romaines, tavelées par l'âge. L'unique fenêtre s'ouvrait sur l'échelle d'incendie. Malgré cela, je me sentais ragaillardie lorsque je tâtais dans ma poche la clé de cet appartement. En dépit de sa mélancolie, c'était tout de même un endroit à moi, le premier, et j'y avais mes livres et des pots pleins de crayons à aiguiser. Tout ce dont j'avais besoin, je le sentais, pour devenir l'écrivain que je voulais être. Il ne me serait jamais venu à l'esprit à cette époque d'écrire au sujet de Holly Golightly. Qui ne connaît ou bien n'a jamais lu Petit déjeuner chez Tiffany? Qui ne connaît ou bien n'a jamais vu Diamant sur canapé, adapté pour le cinéma de la nouvelle de Truman Capote, Breakfast at Tiffany's? Nous sommes à New York, dans les années 50. Le narrateur, dont nous ne connaîtrons pas le nom, se souvient avec tendresse de son amitié quelques années auparavant avec Holly Golightly. Dans ses souvenirs, il y raconte la première fois qu'il l'a vue, réveillée par du tapage dans l'escalier, un soir après minuit. Je sortis sur le palier et me penchai au-dessus de la rampe, assez pour voir sans être vue. Elle était encore dans l'escalier, mais présentement la bigarrure de ses cheveux de garçon, coulés fauves, mèches d'un blond blanc et d'un blond jaune, accrochèrent l'éclairage du palier. La soirée était chaude, proche de l'été, et elle portait une mince et fraîche robe noire, des sandales noires, un collier de chien en perles. En dépit de son élégante minceur, elle gardait l'air de santé des petits déjeuners aux flocons d'avoine, l'air de propreté des savons au citron et des joues assombries d'un rouge sommaire. La bouche était grande, le nez retroussé. Une paire de lunettes noires obturait ses yeux. C'était un visage ayant passé l'enfance, mais tout près d'appartenir à la femme. Je la situais approximativement entre 16 et 30 ans. Comme je l'appris par la suite, elle était à 2 mois de son 19e anniversaire. Holly est ce qu'on appelle une demi-mondaine, avec un brin d'euphémisme, une fille légère, qui sous couvert d'une vie nocturne joyeuse, subsiste grâce aux hommes fortunés de rencontre. D'autre part, elle reçoit régulièrement une somme d'argent pour rendre visite à un gangster chaque semaine dans sa prison. Lors d'une soirée agitée dans l'appartement de Holly, le narrateur rencontre les hommes qui gravitent autour d'elle.
Il en vint une multitude. Dans le temps du quart d'heure qui suivit, une troupe de messieurs seuls, dont plusieurs éléments étaient en uniforme, avait envahi l'appartement. Je comptais 2 officiers de marine et un colonel d'aviation. Mais ils furent dépassés en nombre par de nouveaux arrivants à tête grisonnante, ayant dépassé la limite d'âge. À part leur absence de jeunesse, les invités n'avaient rien en commun. C'était comme si l'hôtesse avait distribué ses invitations au hasard, de zigzag, à travers des bars variés, ce qui était probablement le cas. Dès sa première rencontre avec le narrateur, Holly décide de l'appeler Fred, disant qu'il lui rappelle son frère bien-aimé, Fred, officier de l'armée en Corée. Ainsi, elle attribue à ce garçon la place à laquelle il peut prétendre dans sa vie. De voisin, il devient confident, témoin fidèle des conduites erratiques de sa voisine. Il en deviendra le chroniqueur. Je me souviens d'avoir vécu beaucoup de journées ici et là avec Holly, et il est bien vrai que durant certaines périodes, nous nous vîmes beaucoup. Quelquefois, m'arrêtant chez elle, je partageais son café du réveil pendant qu'elle s'habillait pour la soirée. Elle était perpétuellement sur le point de sortir, pas toujours avec Rusty Trawler, mais le plus généralement, Mag Wildwood les rejoignait avec son beau Brésilien, dont le nom était José Ibarra Gegar. Le jour où le séduisant diplomate brésilien José Ibarra Gegar demande Holly en mariage, elle accepte, exaltée par la perspective de partir vivre avec lui au Brésil. C'est le moment où, soupçonnée de participer à un trafic de drogue, en lien avec ses visites auprès du gangster Sally Tomato, la police vient l'arrêter. José rompt leur fiançailles. Holly décide alors de ne pas rembourser la caution de $10 000 que l'un de ses protecteurs a versé pour elle et de s'envoler pour le Brésil en utilisant le billet d'avion que José lui avait acheté. Elle prévoit d'y trouver un autre mari fortuné. Breakfast at Tiffany's a été publié en 1958 par le magazine Esquire, puis édité par Random House alors que Truman Capote avait 34 ans. Grâce aux critiques, la nouvelle est rapidement devenue un best-seller. Sa popularité s'est accrue avec la sortie de l'adaptation cinématographique de Black Edward en 1961 avec la pimpante brune Audrey Hepburn dans le rôle de Holly. Le film est devenu un classique cinématographique intemporel. Or, cela s'est fait au prix des transformations radicales des personnages, en édulcorant leur caractère et en apportant une interprétation simplifiée de la nouvelle de Truman Capote, afin de rendre l'intrigue plus conventionnelle, plus joyeuse, plus légère et plus convenable. Capote a détesté le film. L'élégance et la silhouette gracile d'Audrey Hepburn, adorable et cervelée, dans sa petite robe noire, Givenchy, accessoirisée de perles, de lunettes de soleil et d'un porte-cigarette, ont recouvert le personnage du livre,
Cette Holly fantasque, aux cheveux décolorés et blonds, maltraitée dans son enfance au Texas, mariée à 14 ans, fugueuse et réfugiée à New York, à la recherche d'un homme riche qui pourrait lui apporter la sécurité. Le narrateur, jeune écrivain discrètement homosexuel, a été transformé dans le film en un architecte hétérosexuel bien masculin, entretenu par une riche bourgeoise. Les détails sordides de la vie de Holly ont été pratiquement effacés, leur donnant la couleur de la comédie. Holly vit bien davantage un drame, une déroute, subsistant de ce que les hommes veulent bien lui accorder. La fête pour Holly est un moyen de survie. Elle n'a que 19 ans, elle joue la légèreté, alors que ce n'est que bravade. La fin du film est heureuse, selon les critères hollywoodiens. Holly Audrey renonce au Brésil et reste avec le narrateur. Nous pouvons penser qu'ils auront beaucoup d'enfants. Dans la nouvelle, Holly monte dans l'avion et disparaît. L'histoire que raconte Truman Capote est toute de mélancolie, cachée derrière la désinvolture. C'est le récit désenchanté de ceux qui cherchent un avenir dans la grande ville sans avoir le pouvoir ou les moyens de réaliser leurs rêves. C'est aussi l'histoire d'une amitié platonique, racontée avec tendresse. Retrouvons-nous le 21 avril dans 10 minutes chroniques, Viva Culture, sur Westrack Radio. Je voudrais revenir sur la loi dite de laïcité, c'est-à-dire de séparation entre l'Église et l'État, qui est propre à la France, parce que nous sommes en 2024 et ce sont les 20 ans de la loi qui interdit le port des signes religieux ostensibles à l'école, qui a été votée en 2004. Et c'est Patrick Veil, directeur de recherche au CNRS, qui nous en parle dans Charlie Hebdo du 15 mars. Alors Patrick Veil a fait partie de la commission Stasi qui a été créée en 2003. Il faut dire que dès 1989, les polémiques se sont élevées sur le port à l'école du foulard islamique. Et Patrick Veil raconte que, bien sûr, au cours des années 2001-2002, on assiste, hélas, à une recrudescence de cette pratique dans les établissements. Beaucoup d'enseignants vont voir le député et finalement Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, lance une commission d'enquête parlementaire. Ce sera la commission Stasi. Alors, elle est composée de 20 membres, une quarantaine d'auditions à huis clos, une centaine en public ont été effectuées, retransmises sur la chaîne publique Sénat. Et elles ont eu d'ailleurs des audiences significatives. En fait, peu de filles voilées ont été auditionnées car ce n'était pas le sujet. C'est intéressant, le sujet était les jeunes filles qui ne voulaient pas porter le voile et faisaient l'objet de pressions, voire de menaces pour le porter. Il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale sous-estimait le phénomène. Par exemple, des groupes de garçons disaient aux filles « Tu as le droit de porter le voile, tu fais donc le choix de ne pas le porter, tu es donc une mauvaise musulmane ». Il faut rappeler quand même que Farid Abdelkrim, ancien secrétaire général des Frères musulmans, a révélé en 2015 dans ses mémoires que son organisation était alors en campagne afin d'inciter fortement les jeunes femmes à porter le voile. Il a fallu une loi difficile à prendre parce que, évidemment, la Convention européenne des droits de l'homme garantit aussi la liberté religieuse. Et pour la limiter, il faut en passer par une loi et un débat contradictoire et public. Donc, on a autorisé les signes religieux visibles, même discrets, mais on a interdit le voile. En fait, il n'y a pas eu, à la suite du vote de cette loi, de déscolarisation d'adolescentes qui voulaient continuer à porter le voile. La loi de 2004, dit Patrick Veil,
n'est pas une loi anti-religieuse, mais une loi anti-pression religieuse. En fait, cette loi, elle fait allusion à la loi de 1905 qui punissait déjà, dans les articles 31 à 35, toute pression pour contraindre ou empêcher une personne à manifester sa foi ou les violations de séparation des églises et de l'État. Il faut remonter donc un petit peu plus haut, et en particulier à la loi de 1905, pour comprendre le phénomène. La loi de 1905, elle a été votée le 9 décembre 1905, et elle dit « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Et donc, elle entraîne le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la garantie du libre exercice des cultes et l'absence de culte officiel et de salariat du clergé. La puissance publique, ajoute cette loi, a pour mission de veiller à ce que les pratiques religieuses ne contreviennent pas à l'ordre public. Déjà en 1789, les républicains, dans l'article 10 de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, avaient reconnu libres les cultes de toutes les religions. En 1790, ils avaient échoué à imposer la constitution civile du clergé. Le pape Pie VI s'y était opposé, et après, tous les papes, effectivement, se sont opposés à quelques modifications que ce soit. Et il faut bien rappeler, parce que je crois qu'on l'a oublié, que le combat avec l'Église catholique a été terrible. En fait, Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, et Jean Jaurès, qui l'avait soutenu, était conscient du danger que le catholicisme représentait alors pour l'unité et la survie de la République. Et ceci, c'est Jean Bobéro, qui est historien, qui le raconte dans un grand article du Monde. En fait, bien sûr, la victoire de la laïcité a été durable, car elle a été pacificatrice, puisque ils ont neutralisé la guerre des catholiques contre la République en privilégiant l'éthique de responsabilité sur l'éthique de conviction. Et il demandait d'ailleurs à l'Assemblée nationale de ne pas désirer des victoires excessives, de ne pas souhaiter qu'elles soient si entières qu'elles laissent après elles des rancœurs, des tristesses qui peuvent se transformer en haine. La peur du catholicisme en 1905 est très réelle, et c'est la crainte que ce dernier n'investisse la République de l'intérieur et ne supprime les lois laïques des années 1880, c'est-à-dire l'école publique, le droit au divorce, etc. Cette histoire d'école est déjà très très importante, parce que bien avant le vote de la loi, Jean Jaurès prônait l'éducation laïque des générations successives pour inculquer aux croyants les mœurs de la liberté. Et il existait déjà au XIXe siècle cette idée que l'école est le lieu de l'apprentissage de l'esprit critique pour former des citoyens électeurs. Et on la trouve d'ailleurs au fondement de la morale laïque, dont l'enseignement remplace l'instruction morale et religieuse dès 1882. Ces valeurs étaient la dignité de la personne humaine et la solidarité. En fait, pour les pères fondateurs de la laïcité française, l'émancipation ne peut s'acquérir que dans le cadre d'une égale liberté de conscience. Et Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et père de la loi de 1882 sur l'école publique laïque, en était tout à fait partisan. Il a défendu la liberté de l'enseignement et même la possibilité d'ouvrir des écoles privées, d'ailleurs, d'inspiration religieuse. Et cette liberté de conscience qui est garantie par l'article 1er et le libre exercice des cultes, c'est grâce à cette loi qu'on a pu construire des mosquées et des salles de prière, qu'on a autorisé des émissions religieuses, l'abattage rituel, ou les autorisations d'absence en entreprise, voire à l'école, pour pallier l'absence de jours fériés autres que pour des fêtes catholiques. En fait, bien sûr, il faut se rappeler que ce n'est pas si facile, ce n'était pas si facile, au XIXe siècle et au début du XXe siècle,
de défendre la République et la laïcité face au poids des religions. En particulier, évidemment, la religion catholique, dans le cadre de la France. Tous les papes s'y sont opposés. Il y a eu le petit concordat de Napoléon qui a permis une sorte d'apaisement, puisque le pape reconnaissait la République et le gouvernement autorisait la religion majoritaire. Mais bref, il a fallu, en 1958, quand la Constitution de la Ve République a été votée, elle fait référence dans son préambule à celui de la Constitution d'octobre 1946, et elle dispose en outre que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion, et elle respecte toutes les croyances. Et, croyez-moi, ce n'est pas dans tous les pays ainsi. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée par Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez un concert vendredi 19 avril à 20h30 à la cathédrale Notre-Dame du Havre. Il s'agit de l'ensemble vocal Renaissance, dont la direction est assumée par Emmanuel Pascal Falala. Il nous propose des œuvres inouïes pendant ce concert, c'est-à-dire du Ruther, Barber, Bruckner, Britten, Boulanger, pour chœur, cuivre, percussion, harpe et orgue. Des musiques éclatantes ou priantes, rythmées ou méditatives, au pouvoir expressif surprenant. La billetterie est ouverte, soit 60 rue Georges Braque au studio Astral Moine, soit en ligne via Hello Asso, soit bien sûr à l'entrée du concert. Bonne semaine à vous, à bientôt, à la semaine prochaine en tout cas, au revoir.